Ok. Bon, je continue en français. S'il y avait une troisième séance, je pourrais la faire en anglais éventuellement, mais ce n'est pas le cas. Donc, je vous rappelle que dans la première partie, on s'était interrogé sur le problème essentiel, qu'est-ce que c'est qu'une suite aléatoire de binaire. Voilà, on a vu que les réponses, en gros, étaient de deux ordres, soit on le regardait au niveau de la complexité, comme Mogorov ou autre, soit l'aspect plutôt de normal, c'est-à-dire les QI répartitions, et avec une restriction qui semblait importante, que Knuth avait observée. Et puisqu'on parle à ce moment beaucoup d'ensembles reconnaissables, enfin, parties d'entiers de n reconnaissables par automate, par exemple, l'une des contraintes que donnait Knuth, c'était vous prenez une partie des entiers naturels reconnaissables par un automate, ça vous sélecte comme ça des entiers, vous les utilisez pour sélectionner les parties de votre suite, de votre mot infini, juste les rangs qui sont écrits par reconnaissables. Ça vous extrait une sous-suite, et bien il faut que cette sous-suite soit encore de normal, enfin au sens de la théorie de la partition. Voilà, et ça c'est pas toujours vrai lorsqu'on a un ensemble une suite de normales, sauf si on peut rattacher à l'automate qui a reconnu le sous-ensemble des entiers, une dynamique intelligente, intéressante tout au moins. Voilà, parce qu'à ce moment-là, on a les outils dynamiques pour prouver le résultat. Mais bon, c'est pas ça qui était notre objectif essentiel. La deuxième partie, c'était, et je vous ai montré qu'il y a certains générateurs aléatoires, pas vraiment utilisés par les cryptographes, sont l'un d'eux qu'on va revoir, et qui avait un avantage, c'est qu'effectivement, eux, ils donnaient naissance à une dynamique. Et que cette dynamique, c'était, dans les exemples que je vous ai montrés, c'était essentiellement des odomètres qui étaient présents derrière ça. Alors maintenant, on va passer à une partie 3 qui sera plus adressée aux cryptographes. Mais bon, je pense que vous serez aussi, les non-spécialistes à la question seront intéressés de regarder cela. Et les grands spécialistes sur la question ne seront pas du tout intéressés à suivre. Parce que je ne vais pas rentrer dans des choses très profondes. Puis en partie 4, je donnerai deux applications dans lesquelles il y a à la fois un petit peu de théorie ergodique et puis des contraintes pratiques pour réaliser des petites choses en cryptographie. Alors, le gros problème, c'est un générateur de nombres pour cryptographe. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un petit peu compliqué, mais c'est toujours lié, cette fois-ci, sur la calculabilité, ou du moins la non-calculabilité. Donc au départ, il y aura toujours une source idéale de graines, de choix, qui est supposée complètement aléatoire. Ça n'a pas une très très grande importance quand même. Et alors, un générateur cryptographiquement sûr, alors avant de définir, je rappelle la notion de générateur que j'avais donnée, aléatoire, de type H, sur un ensemble S fini. C'est une application de l'ensemble des mots dans l'ensemble des mots, telle que lorsque je restreins l'application sur les mots de longueur n, soit à valeur dans un ensemble des mots de longueur un peu plus long. Voilà, c'est ça un générateur, pas compliqué à écrire. Bon, maintenant, quand même, sur H de n, on va faire une petite contrainte, c'est que la chaîne doit être croissant, plus grand que n. Donc ça veut dire en gros que le G va prendre des petits mots et il va sortir des grands mots. Pas des gros mots, mais des grands. Et puis, quand même que cette croissance ne soit pas trop rapide, polynomiale.
Voilà, ça tout simplement parce qu'on veut derrière un algorithme qui travaille polynomialement, donc on ne veut pas chercher des choses qui vont travailler trop longtemps ou exponentiellement. Et la première définition qui a été donnée de générateur pseudo-aléatoire cryptographiquement sûr, c'est par Bloom et Micali. Le Bloom qui est ici, c'est le premier des Bloom de l'algorithme Bloom-Bloom. C'est un algorithme qui émet des suites de symboles, donc un objet comme là-haut, dont la distribution, donc dans l'application GN, je vais faire hériter l'ensemble des mots. Ah, excusez-moi, là c'est un S ici. L'ensemble des mots de longueur n dans l'ensemble des mots de longueur n+. Dans ces ensembles de mots, je mets la distribution uniforme. Donc, ce sera indistinguable de la distribution uniforme de l'ensemble des mots où ils arrivent. Voilà. Indistinguable, enfin, en un sens qu'on ne va pas pouvoir créer un algorithme qui puisse les distinguer. Donc il faut encore préciser ce que l'on entend par là. Alors voici l'indistinguable. C'est une notion assez naturelle. Je l'ai exprimée sous une forme d'une suite de probabilités sur l'ensemble des mots de longueur Ln, avec Ln va croître polynomialement. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas indispensable de le faire. Et je dirais que ce sera indistinguable polynomialement. Or, le polynomialement, je le laisserai tomber. Si pour tout algorithme probabiliste polynomial, alors polynomial en entrée, l'algorithme, on suppose qu'il va sortir 0,1, c'est essentiellement ce qu'il nous faut, hein, c'est pas autre chose. Il faut voir que cet algorithme comme étant, en fait, puisque 0 et 1, c'est de choisir un sous-ensemble de départ. De manière que la probabilité de l'événement égale à 1, pour A, ça soit à peu près égal à la probabilité de l'événement pour la probabilité uniforme sur les mots d'arrivée. Alors, à peu près égal, c'est-à-dire contrôlé par 1 sur une puissance de n. Donc, n à la puissance t. Ceci, bien sûr, quand n est assez grand. C'est-à-dire que les générateurs, c'est un objet qui travaille sur les mots de longueur finie, si on veut, mais il ne faut pas fixer le n, il faut regarder ce qui se passe en croissant. Donc, quand vous allez essayer de construire un générateur, il faudra qu'il y ait un paramètre dedans qui puisse croître. Et l'idée, c'est que s'il est bien fait, votre système, eh bien, si on augmente les capacités de calcul, et on sait qu'actuellement les capacités de calcul sont de plus en plus croissantes, eh bien, vous avez la possibilité de rallonger un peu les mots pour fabriquer votre objet, de manière à ce qu'on ne puisse pas les distinguer une partie, en gros, une partie des mots décrits algorithmiquement de cette même partie et les distinguer au point de vue de la probabilité. Bon, donc j'avais parlé aussi la dernière fois de reconnaître la normalité à partir d'automates. Il y a un moyen systématique de le faire pour deviner le digit suivant. Ben, il y a comme cela une méthode tout à fait analogue ici. La suite, c'est une caractérisation, est indistinguable, comme tout à l'heure, de la distribution uniforme. Si pour tout algorithme probabiliste, à valeur dans, cette fois-ci on la met dans S parce que l'algorithme va servir à deviner la lettre suivante. Hein, donc ça c'est la probabilité pour deviner la lettre suivante, mais pour la probabilité, la famille de probabilités qu'on a, μk, hein, cette probabilité μk c'est sur les mots images, eh bien elle est plus grande que 1 sur q. Mais attention, il y a toujours une erreur qu'on met toujours à 1 avec une puissance de la longueur des mots, cela pour une infinité de cas. Bon, alors ce sont des notions un petit peu théoriques, mais bon, on comprend assez bien la notion si on ne rentre pas dans le détail pour l'écrire. Indistinguable, point de vue polynomial, vous ne pouvez pas calculer une distinction. Bon. À ce moment-là, on peut définir un générateur pseudo-aléatoire de nombres, un algorithme polynomial déterministe. Cette fois-ci, G, c'est un algorithme, quelque chose, ce n'est pas abstrait, c'est un objet que l'on calcule, qui permet de calculer.
donc qui prend en entrée un mot de longueur donnée et en sortie, le mot de sortie sera, comme j'ai dit, une longueur qui est polynomiale en longueur de départ, et donc le h de la longueur du mot. Et de plus, la suite des distributions muN sont définies par la restriction de G sur Sn, à valeur dans Sn de L, est indistinguable de la distribution uniforme. Voilà, c'est l'objet préféré des cryptographes, seulement voilà, on ne sait pas s'il en existe. On n'a pas, en fait, comme dans beaucoup de cas, on ne sait même pas si ça existe. Cependant, se poser des questions, c'est de rendre un peu les choses plus concrètes. Alors, Yao, en 1982, nous a matérialisé ça, câblé, si vous voulez. Hein. Ceci, on prend une suite binaire, je crois que c'est à l'origine, c'est ce qu'il a fait. Voilà, donc cette fois-ci, on va se restreindre. Les algorithmes seront à valeur dans 0,1, donc on va plutôt les voir comme un test statistique, puisqu'on calcule sur un mot, on rentre un mot, puis on crache si c'est 0 ou 1. Bon, ce sera des statistiques en sens booléen, c'est-à-dire que CL, ce sera essentiellement une fonction booléenne construite comment? Vous prenez, c'était sur n variable, hein, ou L variable, vous prenez L variable et puis vous bricolez avec des et, des ou, etc. Bon, ça veut dire que vous construisez des portes. Et ce qui va mesurer la complexité booléenne ici, ça sera en gros le nombre de portes, ou du moins le nombre de signes opératoires, ça revient un peu au même. Soit le et, le ou, soit la négation. Bref, en quelque sorte, là vous avez des tests câblés. Et la définition de Yao, c'est le générateur G de type H et dit pseudo-aléatoire, polynomial. Or non uniforme, j'ai rajouté ça parce que la définition porte là-dessus, et uniforme, c'est plutôt des choses qui ne nous intéressent pas vraiment ici. Si 1, il existe un algorithme qui calcule GK de X pour, alors les entrées, cette fois-ci, c'est X, dont le mot, et K, hein, la donnée d'entrée, c'est le kème rang, hein, les mots de longueur K. Donc l'algorithme rentre ça, et il calcule la valeur de sortie. 2, pour toute famille C de circuits, ok, booléen, la suite, alors le C, je rappelle, c'est indexé par L, et L, c'est en gros la complexité. Hein. La suite des probabilités muN qui sont obtenues par l'application IGN, en remontant en utilisant la distribution uniforme au départ, est indistinguable au moyen des circuits, compris que dans C, de la distribution uniforme. Voilà, donc je l'ai réécrit sous une autre forme, là, qui est tout simplement, on regarde l'événement de sortir 1, calculé pour muN, et on le compare avec l'événement pour la distribution uniforme de Cn égale 1 également. Et il faut que cette différence soit plus petite que l'inverse d'une puissance de n. Ceci pour tous les puissances t que l'on donne. Bon alors, comme je disais tout à l'heure, construire des nombres cryptographes, bien sûr, d'accord. Alors, quand on y réfléchit, quand on regarde un peu comment ça se passe, et notamment si vous avez en mémoire la caractérisation par deviner le chiffre suivant, bien, en pratique, ça va être défini par rechercher ou trouver une application qui soit à sens unique. Donc, c'est-à-dire, elle prend des mots SN, elle nous engendre des mots un peu plus longs. Alors, c'est typiquement ce que j'avais expliqué la dernière fois, rapidement, quand on prend les mots de passe, quand on vous donne un code que vous choisissez un mot de passe, le mot de passe est court, mais le mot qui est chiffré, associé à ce mot, est beaucoup plus long. Voilà, donc et pourquoi on fait ça? De toute façon, le plus long, on a beau l'avoir, on n'arrive pas à retrouver le mot de passe que vous avez. Donc, c'est typiquement un sens unique. Toujours au sens algorithmique. Étant donné une valeur de l'image,
par Gn. Trouver x, eh bien, vous ne pouvez pas le faire polynomialement parlant, c'est-à-dire en fonction, le polynomial est toujours en longueur du mot. On peut y rajouter des contraintes du type polynomial en nombre d'états ou nombre de mémoires accessibles, etc. Donc j'ai pris l'exemple 1, le plus classique. En fait, c'est essentiellement celui-là que je regarde. C'est le générateur dit RSA. C'est très lié au chiffrement par RSA. Bon, on choisit deux grands nombres premiers, PQ. On calcule leur produit, n. Or, grand signifie que les digits, enfin, ou du moins n, doit avoir un nombre de digits dépassant 1000. 1024, on a raison, la puissance de 2. On calcule la valeur de la fonction de l'air là-dessus, donc P-1, Q-1. On choisit un exposant entre 1 et phi. On peut prendre 3. Intéressant, parce qu'on va élever à la puissance de 3, ça sera plus facile à faire des calculs. Mais on peut prendre bien sûr autre chose. On peut le tirer au hasard aussi. Et puis le générateur se fait comme ça. On choisit au hasard un x0. Vous allez voir que le hasard peut faire mal les choses quand même, entre 1 et n. Et puis on calcule successivement les puissances de x0. Donc x0e, ça donne x1, ensuite x2, etc., x3. Et on réduit modulo 2, c'est-à-dire on regarde le digit de poids le plus faible. Voilà. Ça nous sort donc une suite ZI. Voilà. Et on fait travailler ça avec une certaine valeur de L assez grande. Puis on dit voilà, ben, la suite qu'on a obtenue, elle est bonne. Donc vous êtes parti d'un petit truc et vous obtenez quelque chose de plus grand. C'est typiquement ce qu'on peut dire là. Le n, ben, c'est en gros, vous pouvez l'augmenter. Hein, si vous avez des capacités de calcul qui augmentent, vous allez aussi loin que vous voulez. Et il reste à savoir maintenant, est-ce que, sans avoir essayé tous les n, bien sûr, qu'on peut dire quelque chose sur ce cryptographiquement sûr? Eh bien, c'est essentiellement basé sur le fait que, expérimental, actuel, c'est qu'on ne sait pas factoriser n en tant que polynomial. Vous donnez le produit, bien sûr, si PQ, il ne faut pas prendre n'importe quel PQ, bien sûr. Les nombres premiers, on les choisit au hasard. Je ne rentre pas dans la question comment on choisit d'ailleurs un nombre premier. C'est surtout quand ils sont très grands, il y a évidemment un petit problème. Heureusement, pour déterminer si un nombre premier, l'algorithme est beaucoup plus rapide que de factoriser. Il est polynomial. Bon, c'est l'exemple général. Et puis, je vous rappelle le BBS, Bloom-Bloom-Schoup, qu'on avait entrevu la dernière fois. Bien, c'est un RSA avec E égale 2. Mais il y a une particularité là, qui est importante, c'est que les nombres premiers, je ne les ai pas rappelés ici, ils sont là, P et Q sont congrus à 3 modulo 4. Et ça, c'était dû au fait que l'équation x carré égale A, quand elle a une solution, elle en a 4. Et dans les 4, il n'y en a qu'une seule qui est un carré. Donc, on a en quelque sorte la multiplication par l'élévation à la puissance 2 peut rester dans les carrés. Et on peut construire comme ça, théoriquement, son application inverse, construction inverse, en restant dans les carrés. Donc, elle a une inverse, mais beaucoup plus compliquée à calculer. Voilà, autrement, tout le reste, c'est à peu près la même chose. Mais il se pose une question que je n'avais pas posée la dernière fois, c'est que, bon, il est lent, je l'avais déjà dit, même si on utilise les restes chinois, en utilisant la factorisation pour faciliter les calculs, ça accélère, mais bon, c'est pas assez vite. Mais attention, si vous prenez x0 égale 1, au-dessus, c'est 1, 1, 1, 1, 1, c'est pas très marrant. Hein, personne n'en voudra. Donc on a regardé un petit peu l'arithmétique qui est cachée derrière, et donc se poser quelle est les longueurs de période qu'on peut avoir. Alors on s'est aperçu que pour beaucoup de x0, en gros c'est n sur log de n, quelque chose comme ça. Donc il y en a pas mal. Et c'est lié à la fonction de Carmichael que j'ai rappelée ici. Donc sur un entier développé comme cela,
Bon, dans notre cas, c'est plus simple, bien sûr, mais c'est défini en général. C'est donc on fait le produit direct de ces anneaux, de ces groupes plutôt, et donc on cherche simplement le ppcm. Donc on cherche les éléments qui sont d'ordre maximum. Et alors, il y a une condition simple. Si 2 est d'ordre lambda lambda de n modulo lambda n divisé par 2, et si x0 est choisi d'ordre lambda de n sur 2 modulo n, alors vous êtes dans la taille maximum de la période. Donc ça veut dire qu'à choisir x0, il faut prendre des précautions. Donc déjà, pour l'utiliser, on ne peut pas l'utiliser comme ça au hasard, il faut avoir un petit peu travaillé. Ah, alors ça c'est une autre chose, c'est alternative aux algorithmes. C'est que, en fait, les industriels sur carte à puce, ils n'en veulent pas du Bloom-Bloom-Schub. Pas du tout, trop lent. Alors ils préféreront d'autres algorithmes liés à RSA, ES, mais actuellement, les fondeurs sur silicium travaillent beaucoup sur la possibilité d'extraire, de construire des générateurs physiques. Donc d'utiliser les propriétés physiques pour capter les sources d'aléas, et tout ça c'est lié au niveau de l'architecture électronique, c'est tellement petit, ça travaille tellement vite qu'il y a des fluctuations qui apparaissent. Donc les fluctuations elles sont liées à l'agitation thermique, mais aussi ce qui est appelé flicker, c'est-à-dire les ruptures, passage de plus à moins, ou d'une tension positive à négative, elle ne se fait pas, quand on regarde avec une horloge précisément, elles ne se font pas exactement au temps attendu. Ça se déplace un peu avant, à droite. Donc, et quand on regarde ça de près, on s'aperçoit qu'en fait, il y a presque comme une distribution gaussienne autour. Donc on pense que c'est ça ça provient en quelque sorte d'un bruit ou de fonctionnement qui est plutôt un bromien qui est derrière. Donc finalement, j'ai un petit peu travaillé avec ces gens-là, ils n'ont jamais voulu me donner ce qu'il y avait dans leur silicium. Ça c'est évidemment. Par contre, ils m'ont dit, c'est très simple, c'est un circuit, c'est équivalent à un circuit CR, électronique CR. Donc, il y a un générateur de tension. Alors, on va simplement supposer que avec le bricolage qu'ils font, ça soit une version continue d'un bruit blanc. Donc, un bromien qui est derrière, continue. Il y a une tension d'entrée, il y a une tension de sortie. Donc, la tension d'entrée, on va laisser ça comme à côté, qui est fixe. Il y a la variable. Et puis la sortie, c'est là-dessus qu'ils vont travailler, bien sûr. C'est la variation de la sortie qui vont leur permettre de faire les choix de bits 0, 1. Et comme c'est un circuit CR, ils vérifient classiquement R, voici la capacité. Donc c'est les équations d'entrée, de sortie. La sortie, c'est la quantité d'électricité divisée par la capacité. On peut résoudre ça. Ce n'est pas le bromien qui va nous gêner beaucoup, tout simplement parce qu'on prend les solutions habituelles et puis on rajoute le potentiel brownienne, en quelque sorte, on fait le blanc, et ça nous donne une intégrale stochastique. Donc la partie de bruit, elle est là, est exprimée ici. On peut l'analyser, on peut la travailler avec les conditions qui sont données, et on peut tracer la courbe et voir ce qui se passe. Bien, donc, seulement, quand ils font ça, c'est très bien, mais ce n'est pas idéal. Un générateur physique, ça a du biais. Donc ça, des fois, ça sort plus de 0 que de 1. D'où un traitement qu'il faut faire derrière. Alors je ne parle pas de ce traitement, mais souvent c'est lié aux idées suivantes. La sortie, se comporte comme une dynamique avec une entropie strictement positive. Donc si vous avez une entropie strictement positive, vous pouvez l'augmenter en prenant du temps. Si vous dépassez le logarithme de 2, vous retombez forcément, par un théorème classique, sur un chiffre de Bernoulli
sur deux éléments que vous pouvez à ce moment-là équilibrer en sortie. Bien, mais les facteurs correspondant à la dynamique, on ne les maîtrise pas, on ne sait pas les écrire exactement. Donc le travail, c'est vraiment un travail expérimental pour voir si les choses fonctionnent au mieux. Bon, donc à ce moment-là, le produit passe sur banc d'essai et on regarde si en fait, c'est le NIS, les tests du NIS que j'ai expliqué la dernière fois. S'il passe les tests du NIS, c'est bon. Mais voilà, il y a aussi un autre problème, c'est que quand ça fonctionne, c'est plus... Des fois, ça tombe en panne ou ça fléchit. Enfin, il y a un composant qui peut cramer, enfin brûler, disons. Donc, il peut y avoir des baisses de temps, des trucs qui ne marchent pas bien. Donc, il faut aussi, à la sortie, valider, et s'il vous plaît, à la volée. Il ne faut pas attendre, puisque quand on l'utilise la carte et on doit voir immédiatement. Ça, c'est très gros problème, par contre, hein, les trucs à la volée. Donc, le débiaisage, c'est bien, mais il faut avoir des tests rapides, efficaces, qui permettent de dire « Ah, arrêtons, ça ne marche pas. Ça ne marche pas assez bien, donc réinitialisons ou retestons la carte s'il y a des produits à l'intérieur. » Mais à mon avis, c'est une technique d'avenir. Hein. De toute façon, les gens travaillent beaucoup et les compagnies qui travaillent là-dessus, ils ont développé des bureaux d'études avec du matériel important. Donc, dans les applications maintenant, je suppose que j'ai mon générateur binaire natif à ma disposition, peu importe comment il a été fait, il est bon. Soit vous avez du temps, comme j'ai dit, vous utilisez le Bloom Bloom, soit vous avez réussi à obtenir une carte à puce qui vous fait ce travail, enfin peu importe. Bon, le problème c'est que quand on veut l'appliquer, ces générateurs habituellement, enfin ceux qui vont m'intéresser, auxquels je m'intéresse essentiellement, c'est ceux qui génèrent des bits, donc des 0 et des 1. Donc c'est un binaire, bien. OK. Et voilà, dans les applications, on n'a pas toujours besoin que de choisir oui ou non de jouer à pile ou face. Des fois, on peut jouer à pile ou face avec ces générateurs pendant 3-4 fois, donc ça fait des puissances de 2. Mais des fois, il faut choisir des symboles, c'est 3 symboles, 5 symboles, mais rien de puissance de 2. Donc, on est embêté parce que transférer quelque chose qui est en binaire en quelque chose qui ne l'est plus, on a des pertes. Donc, comment on fait? Alors, il y a plusieurs solutions. Alors, la solution qui est un algorithme de type Las Vegas, on tire, puis si on n'est pas content du résultat, on le jette et on en prend un autre. Si vous voulez tirer, vous ne voulez pas retirer 2 fois les mêmes choses, donc ça sera un algorithme de Las Vegas qui va dépendre des probabilités, donc il peut ne jamais sortir, ou du moins prendre du temps pour sortir le bit que vous voulez, ou le symbole que vous voulez. Il y a une autre solution qui est approchée arbitrairement un générateur pseudo-aléatoire, QR, par un générateur pseudo-aléatoire binaire. Donc, vous voulez un QR, bien vous allez utiliser un binaire par un procédé qui va vous permettre de l'approcher. En gros, c'est l'idée que je dis tout à l'heure. Si vous avez un vrai binaire, vous avez de l'entropie à votre disposition, vous pouvez donc monter l'entropie pour arriver à vous en sortir et sortir du QR, c'est-à-dire passer du log de 2 à la log de 4, log de 8, et puis si c'est un log de 5 qui va vous sortir après, vous y arriverez. Bon, pas tout à fait comme ça qu'on fait, mais ça marche bien, vous allez voir. Bon, une troisième solution, c'est d'utiliser les dynamiques non inversibles d'entropie strictement positive. C'est les machines fractales ou infernales. Bon, je ne vous ai pas traité ça, j'avais fait un travail là-dessus, mais il y a 30 ans de ça, alors j'ai laissé tomber, ça ne me serait plus intéressé. Mais bon, il y a des gens qui travaillent sur ce type de procédé. Donc quand la dynamique est bien fractale, on est content parce que ça va un peu partout et on essaie de noyer le poisson en quelque sorte. Puis une quatrième, ben, écoutez, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les faire connaître. Bon. Et dans l'implantation d'un processus cryptographique,
Ah, il y a une nécessité de mettre en place des contre-mesures. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, que ce soit en soft ou en hard, votre dispositif va présenter des fuites d'informations. Et maintenant, on peut arriver à capter ces fuites. On les appelle par canaux cachés. On verra tout à l'heure un petit peu sur un exemple. Alors, justement, voyons deux exemples typiques. Alors, j'ai choisi architecture client-serveur et marche aléatoire sur groupe. Le problème est le suivant. Supposez que vous voulez estampiller un document à une date donnée très précise en disant « c'est moi qui ai écrit ça, je le certifie ». Alors, vous pouvez envoyer ça à un serveur qui va vous estampiller avec des jetons, enfin tout ce que vous voulez. Il y a des algorithmes, il y a plein de trucs qui permettent de faire ça. Mais s'il y a des gens qui veulent vous attaquer, ce qu'ils vont faire simplement, avec un seul serveur, hein, bon, il peut être corrompu. Déjà, l'opposant a acheté le serveur. Hein, et il peut surtout être victime de déni de service, c'est-à-dire au moment où vous avez essayé d'estampiller, il va y avoir des attaques comme ce serveur tellement importantes que ne pourra plus rien faire. Voilà, bon. Et puis, votre serveur, au moment où vous les estampillez, ça arrive souvent, hein, pas de connexion, tombe en panne, etc. Bon, ça, on sait bien que ça peut être du hard comme du soft au niveau de la connexion. Bon. Alors, comment se prémunir de ces échecs? Bon, il y a une solution simple, d'avoir plusieurs serveurs. Donc, vous envoyez à tous les serveurs. Ben, ça risque de faire beaucoup. Et puis, c'est peut-être pas la meilleure solution. La solution qui est souvent retenue, c'est vous avez N serveurs, disons une quinzaine, et vous allez en choisir au hasard 5. Ah, mais à ce moment-là, choisir au hasard 5 parmi 15, ce n'est pas une puissance de 2, ça. Donc vous êtes coincé. Ça ne va pas marcher bien, en tout cas de façon. Il risque d'avoir un biais dans les choix qu'un adversaire subtil pourrait exploiter. Donc, ce qu'on a essayé de faire à ce moment-là avec mon collègue Alexis Bonnecase, c'est de construire des générateurs aléatoires K parmi N au moyen d'un générateur binaire. Alors, ça ne sera pas un générateur parfait, bien sûr, mais il aura l'avantage d'être aussi proche du parfait que je veux. Alors, dans ce domaine-là, il y a quand même des solutions qui sont possibles, déjà connues. Bon, on en choisit un. Vous avez 5 éléments à prendre parmi, par exemple, 15. Ben vous en prenez un. Voilà, puis vous recommencez. Si en recommençant, vous retombez sur le même, ben vous recommencez jusqu'à ce que vous en trouvez un nouveau. Hein. C'est l'algorithme de Las Vegas. Bon, ça risque d'être long, mais c'est pas mal. Ça marche. Il y a des algorithmes probabilistes de Fisher-Hyatt qui ont réfléchi là-dessus pour donner une solution. Il y a aussi dans un ouvrage de Wilf toute une série d'algorithmes, dont un qui s'appelle le RankCab-SB qui résout ça. Mais quand on regarde de près, en fait, ils ont du biais très important. Donc ce n'est pas une bonne solution à apporter. Dans la solution que nous avons proposée, elle est basée sur certains codes d'erreur, essentiellement pour tous les codes admettant des designs. Bon, je vais expliquer un petit peu plus loin. C'est du bon design, notamment lorsqu'il y a derrière des systèmes de Steiner. Et puis la méthode fait usage d'une marche aléatoire sur le groupe des automorphismes du code. Donc vous avez un code, vous pouvez lui associer une structure combinatoire intéressante de recouvrement. Et pour utiliser les mots du code, vous allez marcher dessus avec les automorphismes du code. Donc vous allez faire une marche aléatoire sur les groupes. Alors sur quoi on l'a fait? Un exemple explicite. Le code utilisé, c'est le Golay G24. Bon, pas rentrer dans les détails, mais c'est un code parfait, c'est-à-dire il recouvre tous les mots. Il recouvre tous les mots. Les boules
de décodage, pour décoder les erreurs, vont recouvrir tous les mots. Bien, ensuite, sa longueur binaire, c'est 24 bits, pour le définir. Il est de dimension 12. Alors, pour expliquer ça, si vous n'êtes pas trop informé, un code binaire linéaire C de longueur n, c'est un sous-espace vectoriel de f2 puissance n. Donc, la dimension, c'est la dimension habituelle sur le corps à 2 éléments. De poids minimal 8. Donc, quand on a les mots de ce code, on regarde ces poids, c'est-à-dire la somme des 1 ou le nombre de 1 qu'il y a dans un mot. Donc, soit c'est 0, il n'y a que des 0, donc il y a 0, bien sûr, soit il y a tout, dans ce code, il y a tous les 1 aussi, donc il y a 24. Et puis, il y en a qui sont de longueur de poids 8 et d'autres de poids 12. En fait, on passe on échange 0 et 1, il y a un automorphisme là tout simple, on échange 0 en 1. Et il n'y a que ça. Donc c'est les 8 et 12 qui vont intéresser. Et on va construire un générateur 5 parmi 24. Alors, juste un rappel bref sur les codes et les designs pour se fixer un petit peu les idées. Donc le code linéaire, il est déjà expliqué. Il est défini par 3 paramètres. K, c'est sa dimension au point de vue vectoriel. Ensuite, D, c'est le plus petit poids de Hamming, c'est-à-dire le mot qui a le moins de 1 possible, sauf le 0. Hein, c'est lui qui, en fait, mesure la capacité de décodage du code. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, N, c'est la longueur du mot, des mots qui sont dans C. Donc, c'est le Fn. Bon. Maintenant, si je choisis Y1, V ensemble, bon, j'ai pris la terminologie des gens d'un combinatoire qui travaillent là-dessus. V ensemble, ça veut dire un ensemble de V éléments. Eh bien, un T, V, K, L design est un ensemble de K sous-ensembles, donc des sous-ensembles avec K éléments, qu'on appelle des blocs, pris dans grand Y, tels que pour tout T sous-ensemble, donc tous les ensembles de T éléments, de Y, est recouvert par exactement lambda bloc. Donc, vous avez des blocs de recouvrement, puis vous avez des petits blocs sur lesquels on va essayer de recouvrir. Et donc, l'idée, c'est que ces blocs de recouvrement vont exactement, pour prendre un petit cas sous-bloc, exactement, il y en aura un lambda qui recouvrera là-dessus. Bon, et puis le système de Steiner, c'est un design avec 1 ici, lambda, c'est-à-dire il y a un seul bloc qui recouvre. Donc ça, en quelque sorte, ça veut dire vous avez des petits mots qui vont vous piquer un seul qui recouvre. C'est une façon de choisir avec un petit mot un grand mot. Alors l'exemple d'un système de Steiner, justement lié au code de Golay. Alors, Y, c'est 24 éléments, c'est exactement puisque un mot du Golay, c'est 24 chiffres, 0 ou 1, des digits, et chaque emplacement des digits nous détermine, ça représente les éléments. Donc, le premier digit, c'est le premier élément, le deuxième digit, c'est le deuxième, etc. Bon. Mais au moins, on les met en ligne, on voit bien ce qui se passe. Bon. Les blocs, c'est des octades, donc des mots de poids 8. Ce sont les sous-ensembles, puisqu'il y a 8, 1 dedans, donc c'est eux qui vous choisissent les ensembles correspondants dans 1, 24. Ensuite, tout vecteur binaire de longueur 24, donc V égale 24, de poids 5, c'est-à-dire des sous-ensembles à 5 éléments, est recouvert exactement par une octade. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est vous prenez les mots dont le poids est 5, donc il y a des 5, 1 qui choisissent, il y a exactement une octave dessus. Voici un exemple. 5 sous-ensembles, 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est l'octave du Golay, le seul qui va recouvrir très exactement ça. Évidemment, il en faudra d'autres, puisqu'il faut passer à 8. OK.
Alors maintenant, j'ai dit on allait marcher avec un groupe des automorphismes. Alors quel est le groupe des automorphismes du Golay? Il est immense, il est énorme, colossal. Hein, c'est un monstre. Mathieu, M24. Regardez, là on a factorisé il y a 210 multiplié par 33, multiplié par 23, multiplié par 11, multiplié par 7 et multiplié par 5. Bon, il est 5 transitistes, c'est très pratique parce qu'en vous donnant 5 valeurs, elles vont bien diffuser, disons. Ça veut dire ça. Mais il est engendré par 4 permutations opérant sur les 24 coordonnées du vecteur code. Alors, ce qui est pratique aussi, c'est que 24, c'est 23 plus 1, et que 23, c'est un nombre premier, et que 23 plus 1, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans le projectif associé au corps à 23 éléments. Ben oui. Et ce qui est encore mieux, c'est que justement, ces éléments du groupe, on peut les regarder comme étant des transformations sur le projectif. Donc je vous ai donné, donc il y a S qui est une translation, il y a la multiplication par 2, il y a l'inverse. Il ne faut pas vous affoler pour l'inverse. Hein, sont vus comme des homographies hein, sur un projectif. L'infini, pour W, c'est un peu spécial. L'infini, ça va sur 0. 0, ça va sur l'infini. Donc ils s'échangent tous les deux. Et puis WI, si I est un résidu quadratique modulo 23, on le divise par 2 et on élève au carré. Sinon, on multiplie par 2 et on élève au carré. Voilà, c'est les générateurs qu'on trouve dans la littérature, tout ça. Les gens ont déjà bien étudié ce genre de groupe. Maintenant, un petit rappel sur les marches aléatoires avant de faire effectivement une marche sur notre Golay, avec notre Golay. Ce groupe fini. Alors, avec le Golay, on peut marcher sur lui-même. C'est ce qu'on va commencer à voir. Après, on corrigera un peu les choses. Bon, qu'est-ce que c'est que de marcher une marche aléatoire sur un groupe fini? Le groupe, on va lui mettre une probabilité dessus, Q. On va construire la chaîne de Markov homogène dans laquelle l'espace d'état, ça sera le groupe. La probabilité initiale, ça sera Q, celle qu'on avait au départ. La transition, eh bien, c'est la probabilité GH-1, on voit la transition, là, on passe de H à G. Hein, donc ça marque la probabilité pour aller de H à G. Bon, et puis la marche aléatoire consiste tout simplement à marcher avec cette chaîne de Markov. Donc on peut la revoir comme une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées à valeur dans le groupe. Et donc ici, vous voyez, si vous avez marché n fois, la prochaine coup, c'est la variable aléatoire xn, vous faites une multiplication dans le groupe pour passer à la suivante, à l'étape suivante. Voilà. Bon, alors quelques faits. Les probabilistes ont beaucoup travaillé ce genre de choses. Il y a une littérature abondante. Première chose qui est intéressante, c'est que si les éléments du groupe pour lequel son poids, sa probabilité, engendre G, donc c'est des générateurs, alors la chaîne est irréductible. Bien, ça c'est naturel. Sa distribution stationnaire est la probabilité uniforme. Donc à la limite, quand on marche, on a ça. Donc plus on marche, plus on se rapproche en regardant là où on va, hein, les fois où on va à tel endroit, vers la probabilité uniforme. Bon. Et alors, si la chaîne est irréductible et apériodique, donc une chaîne mélangeante, la loi de distribution de Mn converge vers l'uniforme, mais à vitesse exponentielle. Donc c'est là où la matrice de transition, et on regarde tout simplement la décomposition spectrale et on voit ce qui se passe très bien. Sinon, ça risque d'avoir de tournées. Voilà. Donc c'est le meilleur cas, évidemment, qui nous intéresse, c'est d'aller à une vitesse exponentielle. Bon, en d'autres termes, si vous marchez doucement, vous arrivez plutôt vite vers la distribution uniforme. Mais nous faisons des calculs explicites là. Donc, il nous faut bien maîtriser cette rapidité de convergence. Donc, trouver
le perron de la matrice associée, en quelque sorte, de moyen d'estimer ça correctement. Alors si le groupe est gros, avec un système de générateurs petit, vous voyez, le Mathieu, il rentre dans ce truc-là. Et s'il opère, alors, plutôt que de marcher sur le groupe qui est immense, on va le faire marcher sur des choses pas trop gros, parce que des fois, le groupe opère sur un ensemble. Là, ça sera justement le golet. Alors, on peut généralement répondre de manière satisfaisante au problème précédent, c'est-à-dire de voir comment ça s'approche. Alors, en effectuant une marche markovienne homogène sur un ensemble fini, M avec un ensemble de bijections, Y de M, j'impose à la marche d'être symétrique. Donc, les éléments inverses sont dans E aussi. Alors, je pose mu, ça sera donc la cardinalité de l'ensemble sur lequel on va marcher. Qui, ça sera le nombre de générateurs. La matrice de transition, c'est tout simplement cela, dans lequel, là c'est une matrice de 0 et de 1 simplement, j'ai représenté la bijection dans une base canonique. Donc il n'y a pas de probabilité pour l'instant, mais on les met ensuite. Où Y est la matrice représentant la bijection Y sur la base canonique. Okay. Bon, la matrice T, avec des 0 et des 1, elle a des valeurs propres, que voici. Donc, lambda 0 égale 1, parce qu'elle est stochastique. Ensuite, la première plus petite que lambda 0, ça sera, on l'appellera rho, puis ça va descendre proche de 0, puis ça va dépasser, il peut y avoir des valeurs négatives, mais strictement inférieures à moins 1. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on peut démontrer le théorème suivant. Bon, il y a des inégalités qui sont lambda mu moins 1. Peut-être que je vais revenir. Lambda mu moins 1, vous voyez, c'est du côté négatif. Voilà. Et le rho, celui qui est juste, la valeur propre qui est juste en dessous du 1, elle est 1 moins un petit chouïa. Et vous voyez que ce truc-là, on peut l'expliciter à partir des données du problème. Où kappa, alors kappa est intéressant parce que c'est le plus petit nombre de pas nécessaires pour aller de tous états, l'espace M, en tout autre état de l'espace M. C'est très important, il faut que ça soit toujours le même. Ce qui fait que quand vous avez l'ensemble E des générateurs, d'avoir la symétrie, c'est important, et souvent on y met par exemple, si on aura dedans des idempotentes et des éléments dont le carré c'est l'identité, ça permet d'approcher tout ce qui est pair et impair, et puis s'il y en a un d'ordre 3, on va pouvoir très facilement montrer dans un premier temps que de tout état on peut aller à tout autre état en marchant. Bon, ça c'est ce qu'on veut déjà. Et puis ensuite, avec le même nombre de pas, tout simplement, on tournera un petit peu en rond lorsqu'on va d'un état à l'autre de façon plutôt rapide. Hein. Donc on attendra tout le monde pour que ce soit tous en phase en même temps. Donc le kappa peut être, on a intérêt à le choisir le plus petit possible. Bon, là, on le comprend, là, hein. Plus c'est petit, plus son inverse est grand, et donc plus c'est 1 moins quelque chose de grand, et donc plus on s'éloigne du 1, et on a compris que la vitesse de convergence, c'est la puissance ρ essentiellement. Hein, donc c'est ça qu'il faut calculer. Bon, pour ensuite faire quelques mesures précises sur les probabilités, on introduit la distance variation totale, donc de probabilité P et P' en comparant pour chaque point M. Donc si UM est comme d'habitude la probabilité uniforme, et si P, indice M, N, c'est la distribution de la marche en partant de M et qu'on fait N pas, donc je définis une mesure d'approximation, la meilleure à mettre c'est celle-là, le maximum que qu'on a quand on part d'un point M pour approcher en N étapes l'uniforme, et
eh bien, les calculs qui sont là-haut, en fait, je ne vous dis pas, c'est assez compliqué. Hein. Il y a des calculs d'un côté, il faut beaucoup de travail là-dessus. Ce n'est pas tout à fait dans la littérature, donc il a fallu faire des efforts. Donc, dn, c'est ce nombre-là, donc ça mesure l'approximation. Il y a un facteur qui intervient mu. Mu, c'est le nombre de générateurs. Et puis, ce facteur-là, bien sûr, élevé à la puissance n, qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi ça vient? Non, pardon, mu, c'est la racine carrée de mu, c'est le nombre d'éléments de m. Donc ça, c'est un facteur qu'on essaie de diminuer. Donc, on va se placer sur m assez petit en nombre. Et là, de diminuer kappa, c'est-à-dire la rapidité d'aller d'un point à un autre. Et puis, qui, c'est le nombre de générateurs utilisés. Plus petit est petit, mieux c'est. Alors, cette formule-là, elle n'est pas très pratique. Ce que j'ai donné, bon, c'est joli, bien sûr, c'est comme ça qu'on l'obtient. Mais en fait, on veut avoir des choses en temps. Donc, j'ai appelé gamma le temps. Et j'ai pris comme borne E puissance moins gamma. Et de savoir quand la distance est plus petite que l'exponentielle de moins gamma. Donc, combien de fois il faut marcher, donc c'est explicitement donné par les paramètres. A, B, où A c'est 1/2 de logarithme de mu moins log de 2, B c'est l'autre expression. Voilà, donc vous avez comme ça un outil qui vous permet d'emblée, quand vous avez enfin, le nombre d'éléments, enfin, les paramètres qui sont là, vous pouvez d'emblée dire ah ben je suis à telle approximation. Vous avez le choix de faire ça. Alors, je reviens sur le golet maintenant. Alors, on revient donc sur le 5 parmi 24. Alors, ça marche bien. Le groupe 24 est trop gros. Hein, il y a trop d'éléments. On remplace donc la marche du groupe sur son image sur les blocs du système de Steiner. Système de Steiner qui dit donc que les mots de poids 5 sont recouverts par les mots de un seul mot de poids 8. Essentiellement, c'est ça que ça veut dire. La marche markovienne s'effectue donc sur les octades, justement, pas plus. On n'a pas besoin de marcher ailleurs. Les octades, je n'ai pas mis combien il y en a, mais oui, il y en a 759, on peut les compter, hein, et on peut même les expliciter, donc on peut les mettre en table et on peut ensuite calculer dessus. Ça, ce sont les générateurs que j'ai pris. Alors, il y avait I, S, U, V, W. Je l'ai vu symétrique, donc j'ai rajouté les inverses. Bon, si bien que ça en fait 8. Et kappa, on le calcule à la machine. Hein, on rentre ça dans l'ordinateur et il nous fait le calcul pour savoir en combien alors, il nous liste, on va de tel élément à tel élément en 3 pas, les autres en 4, en 5. Quand on arrive à 7, on a tout le monde et tout le monde y va. Dans 7 pas, on va de tout le monde vers tout le monde. Tous les mots de longueur 8 peuvent, de tout le monde, il y a tout autre mot de longueur 8 avec 7 pas, donnés par les éléments, par les automorphismes. Alors l'algorithme qui marche, bon, grossièrement, bon, on entre l'anti-n. On va sortir un vecteur, n c'est le nombre de fois qu'on va avancer, un vecteur binaire de poids 5 de longueur 24. On va choisir une octave m. Bon, il y avait le problème m, c'est 8 bits. On va mettre ça 8 bits égale à 1. Comme il est 5 transitifs, on va simplement supprimer les 3 premiers. Hein. On n'a pas besoin de calculer avec eux. On fait agir aléatoirement sur M' avec les éléments de E. Donc, E, il y a 8 éléments, on fait travailler là-dessus. Répéter n fois. Donc, on va faire une marche de longueur n. Et puis, on sort le mot M'.
Donc pour la mise en œuvre, c'est-à-dire le tirer au hasard, on a utilisé le BBF parce qu'on avait plein de temps à faire. Bon, c'est pas gênant. Bon, puis là, vous voyez qu'on a fait simplement, pas beaucoup, hein, on fait les marches de longueur, on fait 11 pas. En gros, pas beaucoup. Hein. Et pour avoir un peu une bonne statistique, on l'a fait beaucoup de fois. Bon, on a fait une statistique cumulative pour voir, ben, on s'aperçoit qu'il y a un gros bloc là, de mots là, qu'on a, puis il y a quelques effets de bord où ça ne marche pas très bien. Mais disons que ça, c'est très satisfaisant comme résultat. Alors, à partir du golet, on peut généraliser. Les généralités que je vous ai données s'appliquent, hein, il faut faire les calculs ensuite. Donc, on peut utiliser un golet ternaire. Donc, lui, il est ternaire parce qu'il est sur le corps à 3 éléments. Les paramètres sont 16, 6, 6. Bon, il conduit à un S1261 design permettant de construire par la méthode écrite un générateur 5 parmi 12. Bon, l'étude de l'action du groupe d'automorphisme donne chi égale 8, c'est le nombre donc de générateurs. Kappa, le nombre de pas exact pour aller de tout état, tout autre état, c'est 6, donc c'est juste un peu moins que notre cas. Bon, on peut faire les calculs de tout à l'heure, et donc la distance pour un entier que vous écrivez comme ça va être plus petite que l'exponentielle de moins gamma. On peut faire pareil avec 2 parmi 31. Donc là, on a pris carrément un design qui est donné ici. On utilise pour générateur donc 2 parmi 7 d'abord, grâce à un autre design. Bien, ensuite, on peut faire générateur 3 parmi 16, donc on a les bonnes conditions pour le réaliser. Donc, vous voyez ici, c'est des trucs qui sont quand même assez petits. Ils sont presque identiques d'ailleurs à ce niveau-là. Bon, ça donne un peu la performance de ce genre de choix. Voilà. Ça, c'était comment on peut appliquer la marche sur groupe pour construire des générateurs qui approchent une distribution donnée. Donc il y a beaucoup de design, mais bon, tout n'est pas permis quand même avec ce procédé. Hein. Alors, je vais m'intéresser à l'AES. Bon, alors qu'est-ce que c'est l'AES? Advanced Encryption Standard, c'est le système algorithmique qui a été mis en place pour remplacer le DES, qui est trop vieux et qui se casse maintenant avec les moyens que l'on a. Donc, il y a eu une succession d'années concours, en quelque sorte, de sélection des candidats. Et donc, finalement, en 2000, c'est l'AES qui a remporté, celui qu'on appelait AES. Il a été proposé par Desmond et Richman. Bon, son entrée-sortie, c'est un chiffrement par bloc de 128 bits. Les clés, elles sont variables suivant les besoins. On peut prendre 128, 192, 256 bits. À ce jour, les attaques exhaustives consistent à essayer toutes les clés pour voir quel est le chiffrement obtenu. Ben, il y en a trop, donc c'est hors d'atteinte, c'est bien, point de vue calcul. C'est utilisé maintenant dans de très nombreux systèmes embarqués, sur plus aussi. Et il y a eu une foule de travaux depuis ça, bien sûr, depuis 2000. Les gens se sont jetés dessus pour essayer de le casser. Alors, c'est toujours pareil dans les cryptographes, hein, il y a ceux qui cassent et ceux qui essaient de se protéger. Voilà, mais les plus gros ennuis qui sont arrivés, ça a été les attaques par canaux cachés, j'en parlais un petit peu. Et donc, de mettre en place des contre-mesures pour éviter ces attaques par canaux cachés. Alors d'abord l'AES, c'est une description assez rapide si vous n'êtes pas familiarisé. Il y a une situation, c'est bien, c'est basé sur le corps à 2 puissance 8 éléments. Donc c'est un objet mathématique qu'on maîtrise parfaitement bien, ou presque. Hein, bon. Donc les messages ont 128 bits, ok, on comprend pourquoi. Hein.
Ensuite, pourquoi il y a donc le GF de puissance 8. Chaque bloc est donc découpé en octets de 8 bits, donc on fait du découpage. Voilà le 8. Et placé dans un tableau T, 4 lignes, 4 lignes, 4 lignes, 4 fois. Même découpage pour la clé. Bon, je passe sur le détail. Donc, un octet correspond à un élément de l'espace du corps à 2 puissance 8 éléments. Okay. Et on a choisi, c'est les données de l'AES, pour représenter le corps à 2 puissance 8 éléments, le polynôme irréductible de degré 8, qui est ici, le polynôme primitif. Alors, l'AES fonctionne, il fait soit 10 tours, 12 tours, ou 14 tours, suivant les difficultés, enfin la qualité du chiffrement que vous voulez faire. Bon, et il est constitué de 5 transformations élémentaires, avec des petites variantes au début et à la fin, mais en gros ça se passe comme ça. On fait un subbyte, je vais un peu l'expliquer, un shift row, donc c'est sur les tableaux on fait du shiftage sur les colonnes, puis l'autre on va mélanger d'abord row c'est les lignes, mélanger les colonnes. Ensuite on va ajouter aux données les clés, il y a une session de clés qui appartient à la clé initiale, on produit autant qu'il en faut pour les tours. Et pour produire cela, il y a un système qui va, comme dans le DES, agrandir la clé en rajoutant des choses dedans pour les utiliser. Bon, le détail ne m'intéresse pas. Donc ça se passe à peu près comme ça, on commence l'entrée du message, ça produit le tableau T, on rentre la clé, ça produit le tableau des clés, puis on exécute. Donc le premier tour, on fait le subbyte, le SR, le MC, le RK, comme j'ai indiqué, puis on répète ceci autant de fois qu'il faut, puis le dernier tour est un peu changé, on ne fait pas le mix colonne, le dernier MC. Bon, ce qui nous intéresse, c'est la première, c'est le subbyte, elle n'est pas linéaire, toutes les autres sont linéaires. Les transformations linéaires. Donc le défaut des transformations linéaires, c'est qu'on peut les attaquer plus facilement. Donc ce qui fait la résistance aux attaques de l'AES, c'est cette partie non linéaire. Et elle est non linéaire tout simplement parce qu'elle correspond à inverser un élément du corps. Le mot que l'on chiffre est vu comme un élément du corps, donc il y a une structure multiplicative, donc on mélange additif multiplicatif dès le début. Voilà, donc on inverse. Alors évidemment, le 0, on ne peut pas l'inverser comme ça, il faut choisir. On prend 0 pour avoir une bijection. Ensuite, il y a une fonction de sortie affine à x plus c. Et donc le résultat, pour chaque octet, x, on fait l'inversion, on y applique la transformation affine et on a le résultat pour la prochaine, pour le SR. Bon, quand on peut tabler l'inversion, on la met dans une S-box, donc les câbler souvent. Hein. On peut la faire en hard, et c'est ce qui nous a intéressé, nous. Voilà, les autres en linéaire n'intéressent personne. Alors, pour un peu justifier le travail, j'ai fait un petit inventaire des attaques par canaux cachés, pour une carte à puce, par exemple. Alors, il y a des attaques passives. On commence par voir le courant consommé. On en fait, on prend un oscilloscope et on trace les courbes de variation du courant. Simple. Différentiel. Différentiel, ça veut dire qu'on va prendre le même objet à côté, un qui fonctionne caché, l'autre on sait très bien ce qu'il fait, et on va faire des actions dessus pour voir ce qui se passe. Ou bien sur le même objet, on va faire des modifications de la clé pour voir s'il se passe quelque chose d'intéressant. Et on arrive à suivre les transitions de bits à certaines portes. Donc c'est ça qui permet disons, ça rend assez efficace le truc. Puis on peut évaluer les émissions électromagnétiques, les températures de fonctionnement, les temps de calcul aussi, c'est très important parce que si vous ne faites pas attention, de manière générale, hein, si par exemple les temps de calcul vont être en fonction de vous avez à traiter un 0 ou un 1, c'est bien dommage. Hein.
Ou de même, par exemple, si vous êtes sur une courbe elliptique, vous utilisez donc une courbe elliptique pour faire de l'échevellement, donc pour faire un logarithme discret là-dessus. Eh bien, si vous ne faites pas attention, des fois, vous êtes amené à faire soit du doublement, soit simplement de l'addition de deux points distincts sur la courbe. Donc là, à ce moment-là, il vaut mieux utiliser des formules d'addition qui soient symétriques, qui ne mettent pas en évidence une différence entre le doublement et l'addition de deux points distincts. Bon, ça existe, les gens ont trouvé des possibilités là-dessus. Bon, où j'en étais alors, dans les acta... Tiens. C'est simplement... il est en train de se réveiller, là, le système de communication. Alors, il y a les attaques actives. Bon, l'invasif, c'est carrément vous prenez l'objet, vous le cassez, vous le démontez, vous faites tout ce que vous pouvez avec pour voir ce qu'il y a dedans, plus ou moins cassé. Ensuite, il y a des injections de fautes, c'est-à-dire localement, vous allez rajouter ou faire une faute dans le calcul et voir comment il se distribue. Voilà. Puis il y a les messages à côté, c'est du signal que vous recevez essentiellement. Donc, comment on traite ce signal? Donc, j'ai énuméré dans l'ordre un petit peu de présentation. La première, c'était une méthode différentielle par ce qu'on appelle la DPA, inventée par Cauchy. C'est vraiment l'article de base, de fondement des attaques par canaux cachés. Sont envenus ensuite les attaques par corrélation de coefficients. Donc on corrélère les signaux. Ça a été fait par Brier en 2004. Et puis il y a les attaques par entropie, c'est-à-dire par information mutuelle, puisque vous essayez de comparer deux phénomènes, un que vous maîtrisez, un que vous cherchez à comprendre, et justement par l'information anthropique peut être utilisée de façon assez efficace pour déterminer. En général, on détermine le premier bit de la clé. Bon, c'est un début. Hein. Après, le deuxième. Voilà, donc ça marche. Donc maintenant, quand un industriel utilise un générateur, il ne fait pas que les tests du NIST. Il fait ces attaques-là. Et si avec ces attaques-là, il trouve des faiblesses dans son truc, eh bien, il le jette, hein, il essaie d'en faire une autre. Et puis, il faut des contre-mesures à cela pour se défendre. Donc les contre-mesures, en général, il s'agit de masquer les calculs, unifier le temps de calcul pour chaque temps d'horloge, en gros. Randomiser aussi les valeurs. Donc, en gros, vous avez une valeur à calculer, vous lui ajoutez un truc arbitraire, vous faites le calcul, mais après le calcul, il faut revenir à l'objet. Alors, quand c'est linéaire, c'est facile, mais quand c'est le cas, par exemple, du non-linéaire, il y a une difficulté quand même, hein, il faut y voir de plus près. Bon, voilà. À peu près, donc, en général, ça se comporte donc, on ajoute simplement, dans le cas de l'AES, les gens ajoutent un paramètre aléatoire. Voilà. Donc, comme j'ai expliqué, il faut ensuite retrouver les valeurs données. Donc, on s'est intéressé à l'inverse. Alors, on a proposé pour SB la solution suivante. Donc, mon collègue Pivinelli, c'est un de ses étudiants qui travaillait là-dessus. Bon, alors au lieu de faire, comme la recommandation est faite, de représenter le corps à 2 puissance 8 éléments par le polynôme x8, x4, etc., on va randomiser ça. Pour cela, on va voir GF de puissance 8 en 2 tours d'extension. D'abord une extension biquadratique, elle on va la fixer, même s'il y en a quelques-unes, on va se la fixer, parce que ce n'est pas nécessaire. Et puis une extension quadratique, et là il y en a un peu plus. Donc ça s'écrit, il y a une tour comme ça, on la voit apparaître, je vais essayer de vous montrer dans la construction. Alors il y a 3 polynômes biquadratiques irréductibles, dont 2 primitifs, on choisira bien sûr le primitif, puisqu'il y aura une racine de l'unité du corps qui va engendrer ça. Bon, avec lambda, il y en a 120, bon, on va choisir celle qui nous intéresse.
Le calcul de l'inverse se fait en soft ou sans l'aide d'une table peu encombrante en tout cas. Donc le calcul de l'inverse, x fait intervenir le calcul de la norme de x dans l'extension. Donc ça c'est l'extension quadratique. Alors on passe par le biquadratique d'abord, puis le quadratique. Et la construction de 2 puissance 8 revient à construire une base écrite dans la représentation standard donnée par le NIST. Hein. Sous la forme, on se donne la base. Donc il y a ici la racine quatrième de l'unité et puis il y a la racine seconde de l'unité qui sont mélangées justement pour faire cela. Et en gros, vous choisissez les conjugués de zeta et les conjugués de gamma et vous mélangez, vous avez comme ça une famille de bases. Bon. Alors, si on fait un travail bête de calcul d'inverse, on voit bien par exemple l'inverse d'un nombre complexe, c'est facile. Hein. Z, on fait intervenir son conjugué, hein, et puis on le divise par sa norme au carré. Hein, voilà. Donc c'est la même chose, la norme au carré c'est la norme. C'est un petit peu pareil, mais si vous faites ça, c'est la norme qui va jouer un truc important, et c'est sur la norme que les attaques vont porter. Et justement, quand on fait tout bêtement les choses, les normes ne sont pas que distribuées. Il y a beaucoup plus de nombres qui ont une norme donnée qu'un autre. Bon, alors, méthode 1. Donc, on va masquer x en masque multiplicatif. On dit, je vais multiplier par m. La norme est multiplicative, donc ça tombe bien. Hein, donc, la méthode 1, ça ne couvre pas tout, parce que dans cette multiplication, ça ne va pas nous résoudre tous les problèmes. La méthode 2, m est choisi aléatoirement dans un système complet de représentants des classes cyclotomiques. Cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un peu plus malin. Dans les classes cyclotomiques, la norme est constante. C'est ce qu'on a expliqué. Bon, la méthode était implantée, alors c'est ça qu'on a essentiellement fait. Hein. Alors, elle est constante, mais on peut la mélanger avec les autres et donc faire ensuite de telle sorte que c'est pas au niveau de la norme, il y a une répartition uniforme des valeurs de norme qui sont utilisées dans les calculs, donc vous ne pouvez plus attaquer au niveau de la norme. Bon, l'implémentation a été faite. Les résultats, on les a comparés avec plusieurs possibilités. La méthode par une tour d'extension, donc on fait juste une tour d'extension du corps. La randomisation par 4 tours d'extension. Donc on choisit au hasard les 4 tours, donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les deux racines unités appropriées. Ensuite, la randomisation maximale sur 512 tours d'extension, 512 moyens d'écrire les bases, en quelque sorte, comme j'ai indiqué. Et la randomisation sur 4 tours, plus un masquage des normes de type 1, c'est-à-dire, c'est un peu détaillé, je ne suis pas rentré dans la méthode de masquage des normes, mais bon. Donc vous avez 2 voies d'accès, soit vous randomisez la base pour représenter le corps, comme un espace vectoriel avec une base de type multiplicatif, soit vous faites ça aussi, mais peut-être moins souvent, mais vous masquez la norme, puisque c'est aussi, comme je l'ai expliqué, un moyen d'attaque. Alors les résultats sont là. Celle qui consiste à masquer l'attaque, elle est en haut. En gros, ça indique comme le nombre d'attaques que vous faites, ça reste toujours élevé. Le résultat, vous n'arrivez à rien. Par contre, quand vous descendez là, c'est que là, vous résolvez votre problème. C'est-à-dire l'attaque qui est faite, elle a été faite par la guess-entropie, c'est-à-dire l'information mutuelle. On l'a aussi fait avec un autre type d'attaque, en utilisant guess first order, success rate metric, peu importe. Vous voyez là aussi que la bonne, celle qui consiste à faire la norme, de masquer la norme, c'est celle qui est là-haut.
Donc vous arrivez très vite à... Il ne faut plus rien faire là-haut. Donc l'attaque échoue lamentablement. Pour les autres, ça accroît doucement. C'est-à-dire, plus de fois, on fait la répétition. Voilà, c'est tout. Je vous remercie bien. Si vous voulez des détails, vous pouvez regarder ces articles.